Bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Merci de nous retrouver pour cette émission spéciale élection européenne. Alors aujourd'hui, des millions d'Européens ont voté ce dimanche dans une vingtaine de pays pour élire un nouveau Parlement européen. En Europe, la poussée de l'extrême droite pourrait orienter le cap politique des 5 prochaines années. En France, le président vient de dissoudre l'Assemblée nationale et annonce des élections législatives anticipées. Et pour parler des enjeux de ces élections et commenter les résultats du scrutin, nous sommes en direct depuis Paris avec Mustapha Tossa, analyste politique et éditorialiste. Et Jérôme Besnard, journaliste et essayiste. Bonsoir. Alors, le président français vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale et a annoncé des élections législatives anticipées à l'issue de la proclamation des résultats des européennes remportées par le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, avec 32% des voix. Votre réaction sur cette annonce? Mustapha Tossa d'abord. Ah oui. Alors, il faut dire que depuis que Emmanuel Macron a pris la parole pour annoncer la dissolution du Parlement et l'organisation d'élections anticipées, d'élections législatives anticipées, personne ici en France ne parle d'élections européennes. Tout le monde a les yeux rivés sur les deux dates que Emmanuel Macron a annoncées, le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le deuxième tour pour des élections législatives et qui, si elles sont remportées avec la même force par le Rassemblement national, imposerait à Emmanuel Macron une douloureuse expérience de cohabitation. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'est question que de ce choix présidentiel, l'arrière-pensée qu'il y a derrière, et puis les forces politiques, que ce soit de gauche ou de droite, qui vont s'organiser pour participer à ces élections législatives, donner une autre représentation nationale aux Français et éventuellement, bien entendu, à l'issue de ce scrutin législatif, donner un nouveau gouvernement. Toute la question est de savoir est-ce qu'il sera présidé par Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national, ou bien par une autre personnalité de gauche ou de droite. Ça, c'est le grand mystère qui règne aujourd'hui. Alors, je peux vous garantir que personne n'évoque maintenant les élections européennes. On dirait que c'est du passé et que l'avenir français s'écrit avec un langage législatif et le langage d'un nouveau gouvernement. Alors pour retourner aux résultats, une première lecture des résultats des élections européennes et du taux de participation. Je me tourne vers vous, Jérôme Besnard. Oui, écoutez, le taux de participation est correct. Il y a une légère même progression de la participation par rapport à la dernière fois. Donc 50%, c'est à la fois peu, mais le scrutin européen n'a jamais passionné les Français. Ça, c'est la première leçon. Deuxièmement, on est sur des résultats qui sont assez proches des sondages d'opinion de ces dernières semaines. Donc, de ce côté-là aussi, il n'y a pas eu vraiment de surprise. En fait, on est juste dans la confirmation de ce que les experts et les politiques attendaient. Voilà. Ensuite, ce qui a beaucoup plus surpris ce soir, c'est évidemment cette dissolution auquel personne ne croyait. Et là-dessus, je pense que Emmanuel Macron tend en fait un double piège à ses adversaires, donc en l'occurrence le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il leur tend un double piège. Le premier, c'est d'arriver à mener en un temps record une campagne législative, mais on sait aussi que ces derniers mois, le Rassemblement national avait prévu cette éventualité, donc leur liste de candidats doit être à peu près prête. Et le deuxième piège, c'est qu'effectivement, se retrouver si vite aux portes du pouvoir, voire devenir le nouveau locataire de Matignon, sera complexe pour Jordan Bardella, qui, s'il a un programme de gouvernement tout prêt, ne pensait peut-être pas être si vite confronté peut-être à l'exercice du pouvoir, sachant que Marine Le Pen a bien expliqué que ce serait lui qui serait, en cas de victoire, à l'hôtel Matignon et qu'elle ne souhaitait pas, elle, comme présidente du Rassemblement national, devenir le premier ministre de Emmanuel Macron.
Alors, et pour vous, Moustapha Tossa, quels sont pour vous les enjeux de ce scrutin d'après ces résultats? Et peut-on dire que les Européens ont donc fixé le cap politique pour les 5 prochaines années? Oui, on aura dans le futur Parlement européen un groupe fort, massif de l'extrême droite, la droite populiste démagogique, mais tous les spécialistes des arcanes du Parlement européen ne prévoient pas de révolution ou de changement notable dans la stratégie européenne parce que les grands groupes vont rester presque dans les mêmes équilibres. Il y aura davantage d'extrême droite, mais pas de changement majeur dans la vision et dans les grands postes que va produire ce nouveau Parlement européen. Mais moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Besnard, c'est sur Jordan Bardella. Effectivement, Jordan Bardella lançait comme un défi à Emmanuel Macron de dissoudre le Parlement. Et on avait l'impression que personne ne s'attendait à cette dissolution, y compris le Rassemblement national. C'était juste un défi médiatique et politique lancé au président de la République. On avait dit ceux qui ne s'attendaient pas à cette dissolution disaient que Emmanuel Macron ne peut pas dissoudre à la veille des Jeux Olympiques. Il faut qu'il garde un gouvernement homogène et permanent pour gérer la question sensible des Jeux Olympiques. Et Emmanuel Macron a surpris tout le monde, y compris le Rassemblement national, par cette décision. Et justement, pour que le Rassemblement national puisse avoir le loisir de former un gouvernement, il faut qu'il arrive à atteindre une majorité au sein du Parlement français. Et cette majorité n'est pas si évidente maintenant, vu le temps qui reste pour faire campagne, vu le temps qui reste pour chercher des candidats et vu le temps qui reste pour faire des alliances. Donc c'est un piège, effectivement c'est un piège tendu par Emmanuel Macron au Rassemblement national, sans doute pour le vider de toute sa substance, sans doute pour qu'il dévoile son vrai visage peut-être et ses incapacités devant les Français au niveau législatif. On verra si ce pari d'Emmanuel Macron a réussi ou si le leadership du Rassemblement national va rafler la mise avec les législatives. Mais ce ne sera pas un long fleuve tranquille, ce ne sera pas une promenade de santé pour le Rassemblement national parce qu'il est très difficile d'avoir, dans les conditions que nous vivons actuellement, une majorité au sein du Parlement. Alors à présent, je vous propose de visionner ce récit de Souheil Jalil qui revient sur les enjeux de ces élections où les électeurs des 27 pays membres de l'Union européenne ont été appelés à voter. On rappelle à nos chers téléspectateurs. Défense, économie, environnement, élargissement. Les enjeux de la prochaine législature européenne sont cruciaux pour des élections généralement sous-estimées. Près de 49 millions d'électeurs ont été invités à voter ce dimanche pour modifier leur représentation au sein du Parlement européen. Si la campagne politique s'est focalisée sur le national, les enjeux et les équilibres qui découleront de ce scrutin se situent ailleurs. Vu des prérogatives des députés européens, l'enjeu du scrutin est majeur. Il est d'autant plus que les défis s'accumulent pour les Européens. Ils sont d'abord d'ordre sécuritaire avec la guerre en Ukraine à l'Est et plus généralement la multiplication des tensions ailleurs dans le monde. Le prochain Parlement européen devra d'ailleurs trancher la question d'une possible adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie tout en clarifiant ses relations avec la Russie d'une part et les États-Unis et l'OTAN d'autre part. L'enjeu environnemental sera également majeur lors des 5 prochaines années qui devraient voir l'enclenchement concret du Green Deal, le pacte vert voulu par Ursula von der Leyen, l'actuelle présidente de la Commission européenne, pour mieux maîtriser les changements climatiques. D'autres chantiers majeurs attendent les eurodéputés, la maîtrise des flux migratoires, une meilleure protection juridique des citoyens face aux évolutions du numérique et à l'avènement de l'intelligence artificielle, le soutien à une croissance toujours fébrile, entre autres. Autre principal enjeu, l'environnement. L'Europe vise à devenir le premier continent neutre en carbone avant la moitié du siècle et une des premières décisions à prendre après les élections devrait être d'accélérer le
le rythme pour viser moins 90% d'émissions dès 2040 selon la Commission. Mais derrière la fixation de grands objectifs, la mise en œuvre se heurte à des vagues d'hostilité auxquelles les décideurs peinent déjà à résister. La loi sur la restauration de la nature, qui renforcerait les capacités de séquestration, est battue en brèche. L'interdiction des voitures neuves émettrices de CO2 à partir de 2035 fait partie des mesures européennes les plus impopulaires et les industries européennes soumises au régime de quotas de CO2 s'inquiètent de leur capacité à rester compétitives si elles ne sont pas protégées de concurrents étrangers. Les eurodéputés auront comme première tâche de confirmer ou d'infirmer le choix des dirigeants des pays membres pour la présidence de la Commission. Si les 27 qui se réunissent fin juin en sommet à Bruxelles optent pour une reconduction d'Ursula von der Leyen, le vote du Parlement, a priori à la mi-juillet, sera scruté avec attention. En 2019, lorsqu'elle avait été nommée à ce poste à la surprise générale, le Parlement ne lui avait accordé sa confiance qu'à une très courte majorité, soit 9 voix. Ce qui demeure certain, c'est que le résultat de ces élections définira la carte politique de l'Union européenne pour les 5 prochaines années. Et nous continuons cette émission spéciale à propos des élections européennes. Après avoir dissous l'Assemblée nationale, le président français annonce l'élection législatives anticipées. Mais nous reviendrons sur le cas de la France tout à l'heure. À présent, penchons-nous sur l'Allemagne. Jérôme Besnard, en Allemagne, l'extrême droite, le parti d'extrême droite AfD, est crédité en seconde place avec 16% des voix. Derrière les conservateurs, l'AfD a devancé les sociodémocrates de la coalition au pouvoir. Il s'agit là d'un revers cuisant pour le chancelier Olaf Scholz. Comment expliquez-vous ces résultats ? Je crois que ces résultats sont aussi, comme dans d'autres pays européens, la résultante de la gestion des questions migratoires depuis plusieurs années, sous Angela Merkel déjà, mais aussi sous Olaf Scholz, même s'il a ces dernières semaines tenté de dire qu'il était prêt à procéder à des expulsions notamment de délinquants étrangers. La question migratoire, parce qu'elle se double en fait de l'effondrement de la démographie européenne, fait qu'il y a une crise de conscience européenne dans beaucoup de pays, parce qu'on peut voir aussi les résultats en Italie ce soir. Et tout cela fait que effectivement les dirigeants au pouvoir sont en général discrédités aux yeux d'une partie de leur opinion publique significative, et ces opinions n'hésitent pas à se tourner vers les droites populistes et nationalistes. Donc en Allemagne aussi c'est presque un séisme politique, mais l'Allemagne est autant dans le doute que l'est la France, et ce sont donc les deux pays moteurs de la construction européenne qui sont aujourd'hui dans une tourmente politique, alors une tourmente limitée qui reste démocratique au sens où ce sont les élections qui régleront l'évolution des pouvoirs en France et en Allemagne, mais il y a quand même un ébranlement des consciences politiques européennes qui ce soir est manifeste, et aux côtés des conservateurs et des socialistes, il y a aujourd'hui un fort bloc, même s'il était divisé en deux groupes pendant la dernière mandature, il y a un fort bloc des droites nationalistes et populistes. Alors à présent, penchons-nous sur le cas des Pays-Bas, où les Pays-Bas avaient lancé le scrutin jeudi en confirmant une poussée du parti d'extrême droite de Geert Wilders, même s'il doit se contenter de la deuxième place derrière la coalition social-démocrate et écologiste. Alors est-ce qu'un tel scénario était-il prévisible aux Pays-Bas, Moustapha Tossa ? Oui, c'était prévisible dans la mesure où ce pays a déjà goûté à la montée de l'extrême droite sur fond de rejet de l'immigration, de crainte de coexistence qui se passe mal entre les communautés. Et puis l'extrême droite des Pays-Bas a fait son miel là-dessus. Et donc il y a un vrai terroir qui encourage ces poussées. Et d'ailleurs, les Pays-Bas sont généralement cités avec l'Italie et la France comme les pays qui ont un terroir qui peut produire de l'extrême droite et qui peut même parvenir à la faire parvenir au pouvoir et la maintenir
au pouvoir. Mais en fait, d'une manière générale, que ce soit en Allemagne, en France ou aux Pays-Bas, ce qui est en train de se réaliser, c'est ce qu'Emmanuel Macron avait décrit comme des vents mauvais qui soufflent sur le continent européen et qui emmènent tout sur leur passage et qui installent une philosophie d'extrême droite prête à conquérir le pouvoir. Alors, les bonnes nouvelles, entre guillemets, si on peut parler de bonnes nouvelles pour revenir en France, il y a quand même quelques bonnes nouvelles à souligner. La première bonne nouvelle, c'est le maintien des socialistes, Raphaël Glucksmann, à presque 14%. C'est un résultat qui n'était pas attendu vu l'état des socialistes en France. Et Raphaël Glucksmann, avec sa place publique, avec les efforts qu'il a fournis, il a réussi quand même à maintenir ces socialistes-là dans la course. Et la deuxième bonne nouvelle, entre guillemets, concerne Jean-Luc Mélenchon. Alors qu'au cours des récentes élections, il était à peine à 6%. Là, avec sa tête de liste Marion Aubry, on le donne à presque 10%. Et ce qui fait que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a réussi, j'allais dire, un vrai miracle de parvenir à presque 10%. Alors, évidemment, tout le monde peut dire que la France insoumise a joué et a instrumentalisé la guerre israélienne contre Gaza, et les partis cherchent peut-être des électeurs là où il y a des gens très sensibles à ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens de Gaza. Et donc, effectivement, c'est une force politique avec laquelle il va falloir compter aussi bien pour les prochaines législatives que dans le débat politique français. Donc nous avons une mauvaise nouvelle, c'est la consécration du Rassemblement national. Une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron, c'est à peine 15% pour sa liste, mais deux bonnes nouvelles, les socialistes et la France insoumise qui se maintiennent de manière extrêmement remarquée. Et pour vous, Jérôme Besnard, est-ce qu'un tel scénario était-il prévisible après la victoire du Rassemblement national ? Pour moi, non. Je pensais que Emmanuel Macron ne dissoudrait pas l'Assemblée parce qu'en fait, il savait qu'il ne peut plus obtenir de majorité dans l'état actuel des choses. Donc c'est un coup de poker. Ça a un très bon côté, c'est que ça a obligé donc le président à se saisir des instruments que lui offre la Constitution et qui n'étaient plus utilisés. Vous savez, il n'y a pas eu de référendum en France depuis 2005. Il n'y avait plus de dissolution depuis 1997. Donc c'est un retour à une arme constitutionnelle qui avait été prévue par le général de Gaulle pour justement dénouer des crises politiques. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour dénouer la crise politique en France aujourd'hui ? C'est loin d'être sûr, mais en tout cas, il y a cette bonne nouvelle que le président de la République a décidé à passer à l'action constitutionnelle. On verra si ça lui rapporte politiquement, mais en tout cas, ça ne peut pas être complètement mauvais pour la situation politique française. Alors, à présent, on va parler des écologistes qui ont enregistré un net recul dans la plupart des pays européens, notamment en France. Alors, y a-t-il un moyen pour que les Verts perdent leur eurodéputé au Parlement, Moustapha Tossa ? Oui, alors ça, c'est la grande surprise des écologistes, et ce n'est pas que pas pendant les élections européennes, même pas pendant les élections législatives. Alors, au moment où on n'a jamais autant parlé d'écologie dans le débat politique, au moment où la préoccupation écologique est ultra présente dans tous les débats politiques, on constate que les partis politiques qui portent cette idéologie, qui portent cette vision, sont incapables de la traduire sur le terrain politique. Ils n'arrivent pas à s'imposer, que ce soit au niveau législatif ou au niveau européen. Et ça pose vraiment un problème sur ces personnalités-là qui essayent d'être porteuses de ces préoccupations écologiques et qui n'arrivent pas à convaincre les électeurs de les suivre dans leur programme. Alors certains, il faut dire aussi que certains ont payé le prix du fait qu'ils ont porté une idéologie à peu près radicale, à tel point que certains
dans les débats et dans les échanges vifs entre les candidats, il y en a qui les accusent d'être porteurs de ce qu'on peut appeler de manière exagérée de l'écoterrorisme. Et donc la mouvance écologique en Europe, en France et en Europe, a payé cet excès et cette radicalisation de certains de ces éléments qui, en fin de compte, a fait fuir les électeurs et les a empêchés de leur donner leur confiance pour les porter soit au Parlement français, soit au Parlement européen. Donc il y a là un échec de l'écologie politique à se faire traduire en poste et en siège au Parlement. Et pour finir, alors Jérôme Besnard, est-ce qu'on peut parler de l'Italie avec le parti de Fratelli d'Italia de la chef du gouvernement Giorgia Meloni qui pourrait envoyer 22 eurodéputés dans l'hémicycle contre 6 actuellement? Que pensez de ces prévisions? Alors en fait, il y a eu un grand échange dans la coalition de droite qui regroupe Meloni, mais aussi les anciens amis de Berlusconi, donc ce qu'on peut appeler le centre-droit, et la Lega, formation politique régionaliste de Matteo Salvini, qui est allié de Marine Le Pen, tandis que Giorgia Meloni est dans un autre groupe. Mais en tout cas, autrefois, c'était effectivement la Lega, il y a 5 ans, qui avait emporté le gros du morceau. Mais l'effet Meloni fait qu'elle rafle, effectivement. Alors, nous avons perdu la connexion avec Jérôme Besnard. Peut-être Mustapha Tossa pourrait revenir sur le cas de l'Italie. Oui, l'Italie, il faut dire que l'extrême droite en Italie est déjà au pouvoir, mais cette extrême droite au pouvoir a donné un exemple, un visage inattendu. Au moment où Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir, on s'attendait à ce qu'il y ait une politique de rupture avec la bureaucratie de Bruxelles, comme elle avait l'habitude de dire, mais au fil de l'exercice du pouvoir, elle s'est transformée en bon élève de la bureaucratie de Bruxelles, parce que l'Italie, en fin de compte, profite des aides de l'Europe, de l'Union européenne, et elle a adouci son discours critique à l'égard de l'Europe, mais le fait qu'elle envoie un groupe de 22 députés, ça nous renseigne aussi que l'extrême droite est très présente en Italie, à tel point que dans le débat politique italien, cette extrême droite est ancrée de manière beaucoup plus profonde que dans d'autres pays comme l'Espagne ou comme la Belgique, et que c'est tout à fait logique qu'il y ait ce genre de succès italien au niveau du Parlement européen. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Giorgia Meloni, alors qu'elle était une des anti-européennes les plus excitées et les plus enthousiastes, au moment où elle est arrivée au pouvoir, elle est devenue un élève soumis à la bureaucratie européenne. D'ailleurs, les Français, les politiques français, quand ils voulaient critiquer Marine Le Pen, ils montraient l'exemple du double discours de Meloni avant qu'elle ne soit à la tête de l'Italie. Et maintenant qu'elle est au pouvoir, le discours a complètement changé. Elle a complètement retourné, entre guillemets, sa veste et est devenue très respectueuse de la bureaucratie européenne qu'elle avait tant dénoncée avant. Alors peut-être on pourrait parler aussi de l'Espagne, Mustapha Tossa. Oui, l'Espagne, l'extrême droite espagnole ne joue pas les premiers rôles au niveau des élections européennes, parce qu'il y a une social-démocratie qui est à l'œuvre et qui est puissante et qui a des résultats et qui apporte des résultats. Au niveau de la gouvernance, Pedro Sánchez a été réélu 2 fois. Il y a une social-démocratie qui est à l'œuvre et qui empêche cet extrémisme d'être aussi prononcé, et de cette déception espagnole aussi prononcée, que ce soit en Allemagne ou en France. C'est ce qui explique que l'extrême droite espagnole ne joue pas les premiers rôles dans ces élections, malgré ces résultats très, très positifs par rapport aux enjeux de ces élections. Merci Mustapha Tossa et merci Jérôme Besnard. Je rappelle que vous êtes analyste politique et éditorialiste. Mustapha Tossa et Jérôme Besnard, vous êtes journaliste et essayiste. Merci tous deux pour ces réponses et ces clarifications. Je rappelle que nous étions en direct pour cette émission spéciale élection européenne. Merci de l'avoir suivi.